Atemi, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Bonjour mon frère. Bonjour à tous. Ça va très bien, tranquille, on est là, hein. Sujet très intéressant. Là, t'as tapé vraiment dans le mille, quoi, comme on dit. Cool, cool, cool. Extrêmement intéressant. Je suis content que ça te fasse plaisir. Donc du coup, là, tu vois, j'ai développé un peu sur la phase 1. Bon, je pense que c'était plus l'Afrique de l'Est, hein, le Nord. Et là, on va arriver avec l'Ouest, hein. Donc, est-ce que ce que j'ai dit auparavant, il y a des choses qui sont pas bonnes, il y a des choses à corriger, hein, il faut pas hésiter, hein. Donc, Ah non, absolument pas. Tout ce que tu dis est correct. Et c'est d'ailleurs bien enfin, la méthode que tu as eu de déjà dresser un premier bilan de la, on va dire, proto-histoire de cette affaire-là. Parce qu'il faut voir d'où c'est parti. Et c'est ce que tu nous as décrit de façon majestueuse. Et merci pour ça. Moi, ce que j'ai envie de faire retenir ceux qui nous écoutent, c'est que dans ce que tu décris effectivement jusqu'à l'arrivée de cette méthode-là, enfin ces trois phases d'islamisation de l'Afrique subsaharienne, par ce qu'on appelle, alors juste, j'ai un retour là, je sais pas si c'est ton micro, ah, Frozen. je coupe. Ouais, bah tu peux me reprendre à tout moment, mais Vas-y, je vas-y. pense que avec le retour, ouais. Ok, super, merci. Non, mais ce que je disais, c'est que bon, voilà, là où tu t'es arrêté, c'était le moment crucial. Mais moi, j'ai envie de remonter un petit peu avant, parce que au-delà de ce que tu décris, depuis enfin, la propagation de l'islam par comment dire, les Abbassides ensuite qui ont succédé aux Omeyyades, vous avez une expansion qui était sous-jacente à ça, qui est née dans le contexte maghrébin, comme on peut le dire. Et ce que tu décrivais sur les Almorabitoun, d'ailleurs ce mot va rappeler à certains qui connaissent la Mauritanie quelque chose, c'est juste pour dire que ils ont encore des emprises, même dans la terminologie et dans la façon de s'autodéfinir. L'équipe de football de Mauritanie, c'est juste pour une petite parenthèse, il s'appelle Almorabitoun, les Almoravides. Voilà, ça dit plein de choses. Donc ça renvoie à la question qu'il faut se poser sur qui sont les Almoravides, hein. Juste un petit bref rappel, Almorabitoun, donc ceux que tu décris, qui sont arrivés aux portes de l'Empire du Ghana et qui ont tenté par tous les moyens, bon, d'abord par des moyens militaires et qui se sont fait éconduire militairement par une armée de l'Empire qui était assez puissante à l'époque. Donc, à l'époque, c'est d'ailleurs la seule armée, l'une des rares armées qui n'ont pas réussi à conquérir d'entrée de jeu. Ce qui les a poussés vers le nord, hein, depuis leur fondation par Abdullah ibn Yassin, qui était un réformateur religieux dans le Sahara occidental. D'ailleurs, c'était un binôme, hein. Son acolyte s'appelait Ali ibn Yusuf, vous voyez, qui était aussi chef militaire. Et dès l'année 1056, ils avaient déjà fondé une dynastie almoravide en unissant des tribus qui étaient berbères sous la bannière de l'islam sunnite rigoriste. Et ensuite, ils ont établi leur capitale à Marrakech, hein, qui était devenue assez importante d'ailleurs comme centre religieux, politique et commercial. Donc c'est un groupe qui a eu une expansion phénoménale parce que tout simplement, ils avaient une certaine véhémence militaire, ils ravageaient tout sur leur passage et ils n'étaient pas des bisounours ces gens-là. Donc l'un des rares territoires qui leur tenait tête, c'était l'Empire du Ghana, et d'ailleurs qu'ils ont réussi ensuite à dominer en utilisant une méthode pas plus douce, mais plus, j'allais dire, plus cynique. Et là, je vais y revenir plus tard. Juste, D'accord. euh, voilà, je vais juste très rapidement vous Non, donner les vas-y, grands vas-y, vas-y, traits. fais-toi plaisir. Très bien, super, je vais aller vite. Donc les Almoravides, pardon, qui ont conquis de vastes territoires en Afrique du Nord, y compris les actuels Maroc, Algérie, Tunisie, la Mauritanie qui était une partie de l'Espagne musulmane, vous voyez, hein, enfin, et une partie de l'Espagne musulmane, pardon, j'ai dit une partie. Donc la Mauritanie plutôt au sud. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une expansion qui a été caractérisée par des campagnes militaires qui étaient efficaces, c'est ce que je disais tantôt, et puis la propagation d'un islam sunnite selon leur interprétation rigoriste. C'était pas un islam soufi, hein, tel qu'on peut le percevoir aujourd'hui dans cette partie de l'Afrique. C'était un islam qui était basé sur une application directe, hein, en s'inspirant de ce qu'on appelle les salaf salih, les pieux prédécesseurs. C'était pas un islam qu'on peut voir aujourd'hui chez les Mourides ou la Tijaniya qui est venue bien après avec Cheikh Ahmed Tijan. Donc ces gens-là, ils ont une influence religieuse, politique dans ce contexte historique.
qui étaient d'ailleurs, comme je l'ai dit, connus pour leur zèle religieux et leur application stricte de la loi islamique, ils ont favorisé l'unité religieuse et culturelle au sein de leurs empires, hein, tout en essayant de consolider leur pouvoir politique grâce à une administration qui est centralisée. Hein. Par ailleurs, ils ont réprimé les pratiques qu'ils jugeaient hérétiques, hein, tout ce qui se faisait en termes de pratiques, hein, par nos ancêtres, hein, qu'ils ont réussi à adopter plus tard, et ont encouragé ces gens-là à l'éducation religieuse pour renforcer la cohésion sociale. Donc, pour finir avec ces gens-là, leur déclin s'est opéré au cours du XIIe siècle. Hein, ils ont été affaiblis d'abord par des révoltes internes, des rivalités dynastiques, des attaques extérieures. Et ils ont dû faire face à la montée de la puissance des Almohades, hein, qui est une autre dynastie qui va naître et qui va, on va dire, leur succéder. D'ailleurs, l'événement qui marque ce déclin, qui est souvent brandi, c'est la bataille de Zemmour en 1147 ou 48, si ma mémoire est bonne. Voilà, ça marquait la fin de leur règne. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, Frozen, ces gens-là, ce qu'ils ont fait, bon, je vais le dire vulgairement, ils ont d'abord essayé de pénétrer l'empire du Ghana, qui à l'époque était d'une... Alors c'est 1147, hein, notamment avec l'émir imam. C'est en 1147, hein, Ishaq Ben Ali. 1147, autant. Oh, voilà. Autant pour moi, 1147, tout à fait. Alors, donc, juste en fait pour décrire rapidement ce que tu disais tout à l'heure à juste titre, c'est-à-dire les méthodes qu'ils ont utilisées pour pénétrer l'empire du Ghana. La première, c'était d'abord donc par la voie commerciale. Ils ont essayé d'utiliser les routes commerciales, notamment Sijil Massa et enfin tous les centres commerciaux médiévaux qui existaient à l'époque, avec d'abord un discours plutôt enjolivé de personnes pieuses, etc. Ça, c'était une méthode qui était concoctée exclusivement pour l'Empire du Ghana. Parce que si vous regardez bien l'histoire des Almoravides, leur méthode initiale, c'était la violence. D'ailleurs, ils vont l'utiliser par la suite au Ghana, mais après l'avoir affaibli de l'intérieur. Comment se sont-ils pris à ce truc-là? Donc, la voie commerciale, que certains d'ailleurs qui osent vanter les louanges d'une islamisation douce, hein, aiment brandir, mais ça, c'était la première phase de l'exercice. Ils ont d'abord été minoritaires, la première phase, avec des échanges commerciaux, etc. Ensuite, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'infiltrer les administrations locales ou alors les royaumes qui étaient vassaux de l'Empire du Ghana, notamment le Fouta Toro de l'époque qui était fondé, bon, ça c'est le 6e siècle, hein. J'allais parler de Kolitengela, mais c'est bien plus tard. Mais les Tekrour qui étaient à l'époque représentés par des Peuls, si je peux le dire comme ça, les ancêtres des Peuls, et qui avaient une tradition propre, mais qui avaient joué un rôle de facilitateur aux Almoravides par leur islamisation précoce. C'est eux qui ils ont permis. C'est eux les traîtres, oui. Entre guillemets, hein, parce que c'est eux qui se sont associés avec eux justement pour attaquer le royaume du Tekrour, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, parce que l'événement qui a marqué maintenant l'utilisation de la méthode militaire, qui était la grande offensive qui était lancée contre l'Empire du Ghana en 1076, hein, qui comme je le disais, jusqu'alors le royaume avait su se protéger des attaques almoravides, hein, grâce à sa puissante armée, mais n'a pas pu résister à l'offensive des Berbères, auxquels se sont joints, comme je l'ai dit, des Noirs du Tekrour. Hein. Et d'ailleurs, c'est la mention qui est brandie par les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet. Ils ont bien précisé que ce sont d'acquaintance avec les Noirs du Tekrour qui étaient islamisés, que la capitale du Ghana a été prise et saccagée en 1077. Hein. Ensuite, il s'en est suivi des conversions, et notamment le nouvel empereur qui était de l'époque de le Tunka Mena, hein, qui était plutôt affaibli, qui ensuite est devenu le vassal, et tous les empereurs qui s'en ont suivis, de Abou Bakr jusqu'au dernier, en passant par Mansa Moussa, et on sait ce qu'ils en ont fait de notre ordre, j'allais dire, et de notre royaume, qui ont été les bras armés de l'islamisation, hein, de connivence avec les Noirs du Tekrour, pour ensuite, comment dire, tel un cancer, hein, parce que c'est comme ça que je le conçois, pardon pour ceux qui ont eu une mauvaise appréhension de cette anomalie, mais c'est comme ça que qu'ils ont procédé.
tel quelque chose de l'ordre de tel un microbe, si je peux le dire comme ça. Ils ont gangréné de l'intérieur l'empire du Ghana. Ils sont passés par plusieurs étapes jusqu'à l'étape ultime qui était l'usage de méthodes militaires pour le saccage en 1077 de la capitale du Ghana. Ça, c'est quelque chose d'historiquement factuel. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que je vais finir. On pourra en reparler plus tard. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Les descendants de ces Noirs du Tekrour islamisés ont toujours prolongé l'islamisation de l'Afrique. Je vous parlais tout à l'heure de Koli Tengela qui avait établi sa dynastie des Denyankobe entre 1527 et 1770, hein, en passant de lui jusqu'à la révolution Toro II de Cherno Suleiman Bal de 1770, qui ensuite a établi finalement un califat en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que c'était le Savonarole de l'époque, hein. Les Almami du Fouta, c'est eux qui ont islamisé cette partie de l'Afrique. Depuis que les Almoravides ont été défaits par les Almohades, ils ont contribué à pérenniser leur travail en islamisant, mais pas que, en instaurant un califat, en instaurant la charia et en faisant de sorte que chaque personne soit islamisée jusqu'à la moelle des os. Ça s'est poursuivi dans la seconde moitié du 19e siècle avec la colonisation et on va dire le déclin historiquement établi et formellement constaté par de ces gens-là, c'est avec l'époque de El Hadj Omar Tall, qui d'ailleurs était l'un des premiers précurseurs d'un islam qui sur le papier était soufi parce qu'il était tijane, mais dans la pratique était de l'ordre du djihad parce que c'était un peu son sacerdoce et qui a été carbonisé par le colon. Bon, on dit souvent de manière très très hagiographique qu'il aurait disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara, ce qui est absolument légendaire. La vérité historique, c'est qu'il a été carbonisé et c'est un peu à partir de là, un mal pour un bien ou un bien pour un mal, mais c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir une forme d'islam soufi propagé, et d'ailleurs dont les héritiers encore aujourd'hui, si je prends l'exemple du Sénégal, sont encore là. Parce que si vous regardez les confréries qui caractérisent cette partie de l'Afrique, ce sont des descendants de ces gens-là. Le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, il est descendant direct de cet empire-là. Il est Peul. El Hadj Malick Sy, qui a été l'héritier de El Hadj Omar Foutiyou Tall, lui aussi est descendant de ces familles Peul-là, de cet empire. Si vous faites le tour des détenteurs du pouvoir religieux soufi du Sénégal jusqu'au Mali, si vous regardez bien, c'est des gens qui sont descendants des Peuls du Tekrour, qui ont contribué à défaire l'Empire du Ghana. Voilà la vérité historique. Si vous voulez, bon, je peux vous donner les sources, il n'y a aucun souci, mais je vais m'en arrêter là pour l'instant et on pourra en discuter. Merci beaucoup, mon frère. Bien vu. En tout cas, bien vu pour l'intro. T'inquiète pas, là, ce qu'on va faire, on va avancer étape par étape. Donc, du coup, là, vous voyez, là, on est en 1077. Je vais te donner la parole, rappelez, vous inquiétez pas, hein, je vais vous donner la parole. Là, on est en 1077, donc vous voyez, hein, c'est suite à ce qu'on appelle l'association de Noirs vendus, hein, avec les Almoravides, hein, qui sont composés de Berbères. Ils sont composés de quoi, les Almoravides? C'est un mélange de tout, non, si je me trompe pas, ou c'est des morts, c'est quoi? C'est des gens, ethniquement parlant, c'est plutôt quel peuple? Non, c'est des Berbères en fait. C'est un peu un mélange de Berbères et d'Arabes qui avaient envahi un peu cette partie du Maghreb. Et voilà, c'est des Arabo-Berbères, je peux le dire ça vulgairement comme ça. D'accord, ok. Donc voilà, vous voyez, la première traître de l'histoire, vous voyez, hein, c'est eux qui vont les aider. Parce que je vous rappelle qu'ils avaient déjà tenté bien avant, vers 710, après avoir fait la Hagra au Maghrébin, ils avaient déjà tenté, mais ils se sont fait gifler. Alors d'ailleurs, vous pouvez lire le livre de Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale, où on vous parle de cette partie de l'histoire. Donc du coup, ils vont retrousser chemin et plus ou moins essayer de tenter une nouvelle technique, en convertissant quelques noirs ici par-ci par-là, notamment du Tekrour, et c'est eux qui vont justement les aider à justement assiéger la capitale Koumbi-Salé en 77, et c'est suite à cet événement-là que justement tout l'empire va se disloquer en plusieurs
en plusieurs royaumes. C'est ça, hein, en plusieurs royaumes. Tu vas avoir, il y aura 3 ou 4 royaumes si je ne me trompe pas. Et c'est que 10 ans après que justement la capitale elle sera reprise. Donc ça c'est vraiment la phase 1. Hein, et notamment hein, quand ça sera repris, il y aura énormément de chefs, hein, on va dire la haute cour qui vont se convertir. Ça c'est vraiment la phase 1. Hein. Donc cette histoire de conversion de marchands, je suis désolé, ça tient pas debout. Hein. Alors s'il y a des musulmans qui nous disent que l'islam a pénétré l'Afrique hein, par le commerce, montez, hein, donnez-nous des sources, nous on vous attend. Plan, je sais pas si t'es musulman ou pas, hein, je me rappelle plus. Hein, donc. Oui, je suis musulman et c'était pour compléter, bien qu'il y a eu des grandes vérités dans ce qui a été énoncé et bravo, parce que je ne connaissais pas cette vision macro de l'histoire, mais mais la vision macro, elle est claire, nette et Nas Boutamina a une vingtaine de livres là-dessus. Il n'y a pas eu d'armée ni de peuple arabe, c'est-à-dire je l'arrête vraiment jusqu'à l'Égypte, au Maghreb. Il y a eu des leaders, d'ailleurs, hein, qui portent des noms des rues, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, et même d'ailleurs hein, dans quelques pays subsahariens, mais il n'y a pas eu d'armée ni de peuple arabe venu au Maghreb. L'islamisation et l'arabisation du Maghreb, puis après, ça s'est descendu plus au sud, donc dans les pays subsahariens, a été fait en premier, l'étape 1, comme je reprends tes mots, par les Libyens qui voguaient de l'Égypte jusqu'en Tunisie, à peu près au milieu du même un petit peu dans l'Algérie, et c'est par eux, militairement je parle d'un point de vue ressources humaines, c'est eux qui ont islamisé le Maghreb, par certes des conquêtes, aussi du commerce, et enfin certainement de la persuasion. Mais attends, j'ai pas compris. Le Maghreb, t'as dit que c'est pas par les guerres, par les conquêtes, c'est pas par les guerres? Non, si, justement. Je confirmais. Certes, par des guerres, certainement par du commerce, et pour moi, évidemment, aussi mais quel par commerce? la persuasion. Commerce de quoi? Commerce d'esclaves, tu veux dire? Tout commerce, certainement esclave. Tu sais, on est dans un contexte où t'es mangé ou on te mange. Il n'y a pas d'État-nation. Oui, mais rappel-plan. Moi, j'ai quand même une petite interrogation quant à ce que tu viens de dire, parce qu'il me semble comprendre que tu essaies de nous faire que tu es en train de nous expliquer que l'islam n'a pas été introduit au Maghreb. Bon, après tu me diras si tu prends la précaution de parler militairement, mais factuellement, le principal billet de la conquête arabe musulmane a été fait par les Arabes, enfin du Maghreb, c'était les Arabes qui sont venus dominer le Maghreb, imposer une religion, une tradition religieuse qui est différente de ce qui se vivait sur place, et qui ont réussi, pas au sens de l'annonce de Suse qu'opérait Alexandre le Grand, mais ont réussi quand même à métisser, hein, et c'est un euphémisme quand je dis métisser, fortement cette partie du monde. Donc on ne peut pas dissocier l'identité arabe, hein, pour peu qu'on puisse parler d'identité arabe dans le Maghreb, avec l'islamisation de cette partie de l'Afrique, enfin de cette partie du continent, si je peux le dire comme ça. Oui, il y a eu des leaders, et là j'insisterai jamais assez, c'est pour ça que des noms de rues ainsi que des monuments dans ces pays du Maghreb, mais même d'ailleurs en Mauritanie, au Sénégal, portent les noms de ces leaders qui vivaient, qui ont vécu en Arabie, donc dans la zone où est né l'islam, mais ils sont venus en tant que leaders et ils n'ont jamais venu avec des armées. Toutes les guerres d'armées arabes, c'est-à-dire avec des ressources, des humains arabes, ne se sont non, c'est pas vrai. Attends, je vais reprendre le propos. Rappel-plan. Alors, qu'il faut se dire. Qui nous donne des sources. Non, mais il y aura pas. En fait, Frozen. En fait, ce qu'il oublie de dire, non, je pense qu'il devrait reformuler autrement. Il devrait dire qu'il n'y a pas, on va dire, d'opposition militaire acharnée. Bon, il y en a certains d'ailleurs qui jettent l'anathème sur ce. D'ailleurs, Frozen a cité quelques figures symboliques comme la Kahina, etc., et qui se sont rebellés du mieux qu'ils pouvaient. Si tu nous dis qu'il n'y a pas d'opposition militaire qui aurait nécessité des guerres sanglantes pour islamiser cette partie du monde, j'admets, mais tu peux pas nous dire que l'islamisation du Maghreb n'a pas été faite par la dissuasion armée, ce qui est historiquement faux. Okay, attends, est-ce que j'ai dit ça? Ah non, mais c'est pour ça que j'insiste concernant les ressources, c'est-à-dire il n'y a pas eu, c'est pour ça que de bipède arabe qui est venu
au Maghreb, les ressources militaires, donc quand je parle de ressources, je parle d'humains, qui sont venus, que ce soit par la force ou même aussi par la persuasion, on va lire, alors, ce sont des berbères ethniquement libyens. Tout comme quand tu l'as très bien expliqué concernant la chute du Ghana, excuse-moi Frozen, je finis. Est-ce que c'était des ressources je sais pas de quoi tu me parles. Oui, c'était des Arabes. Alors je vais lire. Alors je t'explique. Comment ça? Attends 2 secondes, on va lire un peu parce que ramène-nous des sources en attendant, tu vois, sur ce que tu dis, comme ça. C'est neuf vitamina, j'ai ces livres. Ouais, mais il faut ramener des sources parce que là tu racontes des choses, il faut ramener des sources. Moi je vais te donner des sources, je vais lire un peu, tu vois. Alors moi je vous ai dit, hein, il y a eu 7 campagnes. Au total il y en a eu 7. Ça a duré à peu près 70 ans. Tu comprends? 7 campagnes militaires menées par ce qu'on appelle les Arabes, là, les Omeyyades. Tu vois, ça c'est la première. La première c'est entre 647 et 648. Alors je lis, hein. La première invasion de la province de l'Afrique est dirigée par Abdallah ibn Sahad, hein, en octobre 647. 20 000 Arabes. De quoi tu me parles? Il y a marqué 20 000 Arabes partent de Médine. Ils font un abus de langage. Il y a marqué 20 000 Arabes partent de Médine. 20 000 Arabes partent de Médine. Médine, c'est où? C'est la Libye, Médine? Non, c'est un abus de langage. Non, il n'y a pas d'abus de langage. Ramène des sources et on verra. Donc, je continue la lecture. 20 000 Arabes partent de Médine. Hein? Eux, ils sont pas arabes, eux. Ils sont venus, ils vous ont fait la misère. Faut accepter, c'est l'histoire, les gars. Pourquoi vous voulez pas accepter l'histoire? Je suis pas là à venir enjoliver l'histoire. Si ça s'est fait de cette manière-là, je m'en fous, moi, que ce soit des Arabes, des Indiens, ou même des Japonais qui seraient venus jusqu'au Maghreb pour islamiser. Je vais compléter ça. Je vois pas quel intérêt à dire qu'il n'y a pas eu d'Arabes. Attends, il y a une chose que tu ne peux pas nous dire ici. Tu peux pas nous dire que... Attendez 2 secondes, je vais vérifier l'identité d'M13 parce que c'est un compte un peu bizarre. Tu peux ouvrir ton micro? Non, mais c'est assez curieux. Et moi j'en profite. Attendez juste 2 secondes, s'il vous plaît. M13, tu peux ouvrir ton micro? Ah, j'ai ouvert, oui, bonjour. Ouais, bonjour, ça va? Ça va, tranquille, ouais, merci. Mais t'as pas d'autres comptes que celui-là? Parce que là, moi, j'aime pas les comptes comme ça, là. Là, il y a pas assez d'abonnés, j'ai pas confiance. Ah, non, j'ai fait mes comptes TikTok, non, je m'abonne à personne et tout. Je vais pas te garder, hein, parce que franchement, ça, c'est les comptes qui signalent, en général. Non, je signale rien, le sujet m'intéresse. Non, franchement, je vais te faire... Reviens avec un vrai compte, d'accord? Vas-y, désolé. C'est quoi un vrai compte? Explique-moi, je connais pas TikTok. Avec un compte où il y a des abonnés, il y a plus d'abonnés, parce que là, c'est pas bon, ça. Et faut quoi? Faut que je m'abonne, moi, ou faut qu'on s'abonne à moi? Non, tu reviens avec un vrai compte. Parce que ça, c'est des gens qui signalent. Quand ils montent comme ça, ils signalent. Jamais de la vie. Je suis là pour discuter du sujet, il m'intéresse. Jamais de la vie, je signale. J'ai déjà parlé avec vous, en plus. Voilà, jure sur le Coran de la Mecque, tu vas rien signaler. Wallah, l'Ardim, je signalerai jamais. Vas-y. Alors, si tu crèves, tu vas en faire. Le Coran de la Mecque, je signale pas, si tu veux. Et vas-y, y a pas de souci. Bon, je te coupe le micro et on continuera. Je vais te donner la parole après. Vas-y. Ces débats-là, y a pas de souci. Vas-y. Vas-y, rate en plan, là. Donc, il faut accepter l'histoire, hein. C'est les gens, c'est les Arabes, ils sont venus, ils vous ont chicoté, donc ça fait partie de la vie, tu vois. Faut pas... Non, mais moi, j'ai pas de problème. Non, mais tu peux pas nous dire que les Arabes... Non, du tout. Ah non, mais moi, je l'accepte. Regarde, juste un exemple, pardon, je vais le relire correctement. Alors, ce que je vais juste expliquer ces 20 000, très rapidement, vous allez comprendre. Regarde, juste un exemple. Regarde. Je sais pas si tu connais Uqba ibn Nafir, qui était un général arabe qui a mené la conquête musulmane du Maghreb, hein, dit-on, je pense que c'était au 7e siècle déjà. Hein. Il a fondé la ville de Kérouan en Tunisie, qui est devenue l'un des principaux centres de l'islam dans la région. La première fois qu'on a entendu parler de dynastie plutôt berbère, hein, qui pourrait s'apparenter à une appartenance historique de cette partie, de cette région, c'est la dynastie des Fatimides. Hein, qui est d'origine berbère pour le coup, et qui a établi un califat en Tunisie et en Égypte au 10e, 11e siècle. Hein, ils ont promu d'ailleurs l'islam chiite, ismaélien, et ont influencé l'islamisation de la région, oui, mais tu peux pas nous dire que l'islamisation du Maghreb a été faite, parce que c'est ce que tu sembles vouloir nous dire, que l'islamisation du Maghreb a été faite par... Tu me diras, tu me reprendras si je me trompe, mais moi je pense comprendre dans tes propos que tu veux nous dire que l'islamisation du Maroc, c'est un néologisme, mais c'est un acronyme, mais l'islamisation de cette partie-là, donc du Maghreb, n'a pas été opérée par des Arabes, ce qui est archi faux historiquement. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Voilà. C'est des Arabes qui sont venus, qui ont fondé des villes, qui ont islamisé par la force, hein, par la diffusion de l'épée. C'était pas par le commerce ou je ne sais quel autre moyen. C'était par tout simplement le glaive, la dissuasion, la conversion et le statut de dhimmi, hein, tout ce qui s'ensuit. C'est ça qui s'est passé dans le Maghreb. Ouais, on va laisser des Maghrébins.
M13, attendez les gars, on va quand même laisser M13 donner son point de vue sur l'histoire. Hein. M13, bonjour. Hein. Désolé, je voulais juste vérifier qui t'étais. Qu'est-ce que tu penses? Tu peux nous dire quoi de la conquête de la conquête arabe, hein, et de l'islamisation des Maghrébins? Est-ce que ça s'est fait par la chicotte ou ils sont venus avec des Kinder chocolat? Ah, je pense que c'est par la conquête, par l'épée, ouais. Moi, personnellement, je pense ça. Jusqu'à l'Espagne d'ailleurs, hein, ils ont conquis jusqu'au nord de l'Espagne. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas penser le contraire en fait. C'est ça qui bon. Je voudrais juste me faire comprendre le pourquoi je dis. Tu vois, quand tu as cité les 20 000 hommes, les 20 000 hommes, c'est un abus de langage. C'est-à-dire que cette personnalité est venue d'Arabie, donc ce chef là dont tu as cité le nom, dont je n'ai plus. Et donc lui, il est venu bien évidemment avec ses cadres, mais il est venu, j'ai envie de te dire, à une bande de 15. Par contre, les ressources, donc à chaque fois les militaires qui sont venus l'accompagner dans ces conquêtes ont été principalement et quasiment tous berbères. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu d'arabe. D'accord, on va prendre les choses dans l'ordre. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire les choses dans l'ordre parce que comme vous aimez... Non, attends, on va faire les choses dans l'ordre. Non, tu sais ce qu'on va faire? Avec toi, on va faire les choses dans l'ordre, d'accord? Comme ça va être clair et net. Alors, on va partir au commencement. Quand les Arabes, là, le prophète il est mort, ils ont commencé à partir à faire les conquêtes. Ils ont fait quoi? Ils ont fait la guerre ou ils ont pas fait la guerre? Ils ont fait la guerre, ils sont restés jusqu'au Sinaï. D'accord, attends, on va aller dans l'ordre. Donc, si je comprends bien, ils ont fait la guerre, ils ont pris Jérusalem, Omar, hein, avec le fameux pacte d'Omar à Jérusalem. Il a fait la guerre contre les Byzantins. Il arrive en Égypte, il fait la guerre contre les Byzantins. Et il arrive chez vous, il fait pas la guerre chez vous. Non, même quand il vient chez nous, il veut faire la guerre, mais il se fait chicoter. Mais chez vous, il va venir, il va pas faire la guerre. Certes, en train de nous le dire. Alors c'est justement, Enas développe très bien ça. Pourquoi? Parce que déjà, il n'avait pas besoin, puisqu'en fait, il s'était établi justement dans cette zone-là, et il avait des ressources à utiliser. Franchement, moi, le premier, je l'aurais fait. Qu'est-ce que je vais aller mouiller quand je peux mouiller d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec... Est-ce que tu peux me donner une source de te dire? Bah, donne-moi une source, là, historique. C'est trop long. C'est Nas Boutamina. Non, c'est pas long. Regarde, j'ai Google. Regarde. Tu sais ce qu'on va faire? On va avancer. T'as vu? Nous, on t'a donné des sources. Maintenant, moi, donne-moi des sources. Donne-moi le nom d'un auteur, un livre, on va le télécharger en PDF, on va lire. Donne. Alors, comme ça, on avance. Nas Boutamina, je vais te donner sa référence. Donc, Nas, NAS et espace Boutamina. C'est un historien qui d'ailleurs a fait... Je connais pas. Nas Boutamina. Boutamina, lui. Hein. Alors, il a écrit quoi comme livre? Vas-y, dis-moi. Alors, il en a une trentaine. Et alors, attends, hop, je vais te donner quand même sa référence sur l'Algérie, parce qu'en plus, il est algérien. Non, ouais, mais là, on te parle très bien comment... Ça n'existait pas l'Algérie à l'époque. Ça n'a pas existé. Oui, bien sûr. Enfin, quand je dis l'Algérie, effectivement, la zone algérienne qu'on appelle aujourd'hui Algérie. Et donc, il raconte toute l'histoire de l'Algérie et il raconque comment ça s'est passé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comment ils se sont arabisés. Parce que c'est ouais, d'accord. Mais comment ils sont arrivés en Algérie, les Arabes, là? Ils sont arrivés comment? Avec des Kinder chocolat, avec... Non, il suffit juste une tête, et puis après, le reste, tu prends des troupes, admettons, il y avait des Chinois, non, mais ce n'est pas vrai, ce que tu dis, pardon, mais ce que tu dis là, c'est totalement faux. Regarde, juste une occurrence historique. Il y a une chose, attends, juste, je vais te dire un truc. En fait, ce que tu dis là, on pourrait l'attribuer, par exemple, aux Coptes d'Égypte qui ont vu en l'arrivée de l'islam une forme de libération parce qu'ils en avaient marre des Byzantins qui les opprimaient. Ça, c'est une factualité historique. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que même si Omar ibn Khattab, par exemple, n'a pas voulu annexer cette partie Ifriqiya, dès qu'il est mort, Othman ibn Affan a donné une autorisation pour qu'on puisse établir les tentacules de l'islam. Tu peux pas nous dire ici qu'un empire qui est allé jusqu'à Poitiers, qui s'est fait arrêter par Charles Martel et Eudes en 732, a dû passer par le pourtour sud de la Méditerranée, a dû annexer toutes les parties, toutes les cultures, tous les souverains locaux qui étaient sur place. Donc je parle du Maghreb. Et en passant au milieu, ils sont juste passés là pour dire non, c'est bon, ici ça ne nous intéresse pas, on va poser un représentant, il va gérer, tout va bien. S'ils ont réussi, et d'ailleurs pour peu qu'on leur attribue cette prouesse-là militaire, mais c'est parce qu'il y a eu ce pouvoir militaire de dissuasion, parce que les Arabes, dans cette partie, tout au long du 8e siècle, toute la dynastie Omeyyade jusqu'aux Abbasides, jusque dans leur apogée, on va parler de Bayt al-Hikma, etc., machin, enfin on va pas parler de ça, mais tout leur potentiel de dissuasion
a été déployé et n'était autre que militaire. Bien sûr, il y avait l'islamisation en toile de fond, mais s'ils ont réussi à islamiser, ils n'ont pas islamisé par le verbe, d'ailleurs, même d'un point de vue dogmatique. Et je pense que là, je vais ouvrir une petite parenthèse de dogmatique. Après, on va sortir de la religion carrément. Mais dans l'islam, quand tu fais ce qu'on appelle al-jihad al-talab, il y a ces principes-là. Le premier, c'est de venir parler à la personne et lui dire, voilà, il y a la bonne nouvelle, entre guillemets, il faut te convertir. S'il ne veut pas, tu le contrains. Et s'il se défend, tu l'oxys. C'est-à-dire que tu le pragmatises. Pour pas dire faut le T-U-R, tu vois. C'est un peu la démarche qui a été utilisée. Donc, ce qu'on peut te concéder, c'est que lorsqu'ils sont passés par le Maghreb, pardon, mais ils n'ont pas eu de mecs, je dis pas ça pour dénigrer, mais qui ont porté leurs couilles. Ceux qui ont porté leurs couilles pour peu qu'ils en aient, c'était des femmes. Et d'ailleurs, la figure la plus célèbre, c'est Kahina. Ouais, Kahina, la prêtresse Kahina. Il n'y avait pas de rijal pour opposer quelque chose de la même manière que l'Empire du Ghana a pu le faire aux Almoravides. Ça, tu le dis, historiquement, ça tient la route. Mais le fait de nous dire qu'en passant, ils ont négocié et donc, comme un accord, ils ont placé un souverain et puis ils ont avancé pour franchir la Méditerranée, c'est une contre-vérité historique. Il faut surtout pas nous dire ça parce que c'est pas vrai. Alors le livre, c'est sûr. Alors c'est pas du tout ce que je dis. Hein. C'est pour ça que sur certains points, je vais beaucoup plus dans votre sens que ce que vous comprenez de ce que j'ai dit. Alors c'est sur la piste des Berbères. Et donc voilà, c'est ce livre-là. Hein. Je dis, il en a une trentaine. Tu l'as ou pas le livre? Non, je mais tu l'as pas. Mais comment tu sais alors? Tu l'as lu quand? Je l'ai prêté. Non, je l'ai prêté. Non, je l'avais. J'ai une dizaine de ces livres. Et donc sur la piste des Berbères. Je vais télécharger le PDF et on va le lire. C'est quelle page? Franchement, télécharge-le, lis-le. Non, je vais pas le lire. C'est quelle page où c'est écrit qu'il y a jamais eu ça là? Comme ça, on voit les directs. Ah non, non, c'est un pavé d'une, je crois, 200 pages, de 200, ouais, 200 ouais, à peu près. Mais sur les 200 pages, il y a un moment où c'est écrit quelque part que il y a jamais eu. Ah bah oui, mais il retrace toute l'histoire des Berbères, comme. Oui, mais justement, moi, la partie qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Sur ça, je te demande c'est quelle page. Moi, je le télécharge, on le lit en direct là. Tu vois, nous, on est cash ici, on est factuel. Hein. On n'a pas le temps. Tu vois. Ah, c'est toute une. 252 pages. Non, c'est toute une narration. Ouais, mais quand on vous demande des sources, vous avez plus rien. Vous nous racontez tout, et quand on vous demande des preuves, là, il y a plus de preuves. Voilà. Non, mais c'est pas sérieux. Bon, en tout cas, mais comment je peux te résumer 250 pages? Non, je te demande pas de me résumer. En fait, 250 pages, il y a des chapitres. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est que la gouvernance. Ouais, non, mais ça tient pas debout. Bah oui, mais il va de l'origine des Berbères jusqu'à leur islamisation. Ouais, d'accord, bon, c'est pas, t'as pas de source, donc c'est pas intéressant. Après, je peux conclure quand même. Non, mais tu vas conclure, t'as pas de source. C'est-à-dire qu'on t'a demandé une seule preuve, t'as pas été fichu de nous donner une seule preuve. Moi, tu m'aurais donné la page, j'aurais lu directement, tu vois. Au moins, j'aurais dit, ah, il dit vrai. Mais frérot, nous, on t'a donné plein de sources. Regarde, même Ibn Khaldoun, je peux te donner son livre qui parle des Berbères. Lui-même, Ibn Khaldoun, il te le dit. Tout comme ce que je viens de faire, je viens de te donner sur la piste derrière. Bon, bref, pour conclure, les pouvoirs décisionnels, effectivement, étaient en Arabie. Les leaders qui avaient ces armées étaient des Arabes. Je parlais juste en termes d'humains, les militaires et les personnes étaient berbères, point. Non mais, faut arrêter avec ça. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de domination, parce que c'est ce que tu veux nous faire gober. S'il n'y a pas eu de combat militaire, ça c'est un fait. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de combat militaire qu'il n'y a pas eu de domination militaire. Parce que, en fait, tu joues avec les mots. La domination militaire, elle est factuelle. C'est-à-dire que les Arabes sont venus envahir le Maghreb, ils les ont convertis en islam, ils ont imposé leur civilisation, ils sont passés à autre chose, ils sont allés jusqu'à Poitiers. Oui, bah justement, est-ce que ça change quelque chose que ce soit toi qui viens qui tabasse, dans ce cas-là, ce qu'il faut dire, Attends. Non, mais dans ce cas-là, j'ai fini ma phrase, je te laisse parler. Dans ce cas-là, ce qu'il faut nous dire et qui pourrait être admissible, c'est que il n'y a pas eu d'opposition militaire dans le Maghreb face à l'invasion musulmane. Ça tient la route historiquement. Mais c'est pas ça. Mais le fait de dire qu'il n'y a pas de bipède, je reprends ton mot, il n'y a pas de bipède militaire, parce que si tu dis il n'y a pas de militaire, ça sous-entend qu'il n'y a pas eu de conquête. Et c'est ce que... Et je te dis la nature de ces conquêtes, ce sont les Berbères, parce que c'est pour ça que le livre s'appelle... D'accord, c'est les Berbères qui ont conquéré les Berbères. Ah, ok, super. Bon, bref, on va passer à autre chose. On va laisser M13. Parce que là, c'est ridicule. Ouais, alors on va donner 2 minutes. C'est bon. C'est Berbères islamisés. D'accord, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Attends, les Berbères islamisés par qui? Oui, par les Arabes. Bah oui, on y arrive. Ils les ont islamisés avec un bonbon ou c'était avec l'épée?
Non, il y a tout eu, mais effectivement, il y a aussi l'épée. Ah, ils ont négocié, en fait. Oui, non, mais vas-y, on va laisser M13. M13, c'est plus histoire, c'est de la géographie. Hein, on va laisser M13. S'il vous plaît, coupez vos micros parce que M13, il avait quand même son temps de parole, et qu'il n'a pas pu profiter comme il le fallait. Alors M13, nous, on veut ta version sur cette histoire. Est-ce que ça a été par l'épée ou par, je sais pas moi. On t'écoute. Ouais, de ma connaissance à moi, ça a été fait par l'épée. Il y a eu aussi de la résistance. Après, les Arabes, ils se sont installés, ils ont fait un État, une administration et tout. Il y a eu des conversions. Les Berbères, ils sont rentrés aussi dans l'armée. Ils se sont mariés avec des femmes arabes. Les hommes arabes sont mariés avec des femmes berbères. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, même pour la conquête de l'islam, il y a un général, la conquête de l'Espagne, excusez-moi, il y a un général, il s'appelle Tariq Ibn Ziyad. Il est d'une tribu arabe, né au Maghreb. Général. Qui est monté jusqu'en Espagne avec les musulmans, en gros. D'accord, mais attends, je me pose sur... juste 2 secondes, s'il vous plaît. Attendez, coupez vos micros, ceux qui parlent pas, là, parce que ça fait du bruit derrière. Tu m'as dit, ils se sont mariés avec les femmes arabes. Comment ça? Je comprends pas. Ça veut dire quoi, cette histoire? Vas-y, je te laisse développer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un mélange des populations entre arabes et berbères. Après, tu vois, il n'y a pas eu une ségrégation, une séparation, dans le sens où après, les berbères convertis à l'islam, ils ont participé aux conquêtes militaires, par exemple. Tu as dit non, attends. Tu as dit que les femmes, les berbères se sont mariés aux femmes arabes. C'est ça que tu as dit, hein? Bah, une fois convertis à l'islam, il y a eu des mélanges de populations, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu as une source de ça, là? Parce que là, ça me paraît gros, tout ça, là. Les Arabes, les femmes arabes. La source, tu peux regarder je sais pas, la génétique du Maghreb, il y a du sang arabe, il y a du sang arabe, effectivement. Mais c'est pas parce qu'il y a du sang arabe que les Arabes qui vous ont donné leurs femmes. Moi, je pense que c'est faux, ça. T'as une source de ça, que les Arabes sont venus avec leurs femmes et qu'ils vous les ont mariés avec vous? Il y a eu des colonies, Non, c'est archi faux. Il y a eu des colonies arabes au Maghreb. Oui, mais c'est des hommes arabes qui sont venus s'accoupler avec des femmes maghrébines. C'est ce qui s'est passé, pas l'inverse. Et pourquoi? Parce que le Maghrébin, une fois qu'il est converti à l'islam, parce que les mecs, ils allaient pas conquérir le monde avec des femmes, avec des femmes arabes. Il n'y a pas eu de militaires femmes que je connaisse dans l'armée des Arabes. Mais après la conquête, tu regarderas. Ils ont fait venir les femmes arabes, c'est ça? Il y a eu de la colonisation de peuplement arabe au Maghreb. Non, ce qui s'est passé M13, c'est exactement ce qu'Alexandre le Grand avait fait, la noce de Suse. C'est-à-dire que quand il a conquis Suse, quand il a hellénisé toute la partie Judée, etc., il a pris tous ses généraux, il a organisé une grande noce. Il a célébré quelques milliers de mariages. Il a pris toutes les plus belles femmes du territoire qu'il a offertes à ses généraux. C'est un peu ce qui s'est passé dans le Maghreb. Détrompe-toi, il n'y a pas de truc à l'inverse où il y avait eu beaucoup de femmes arabes qui sont venues et qui ont été mariées avec des Maghrébins. C'est l'inverse qui est vrai historiquement, mais pas ce que tu décris. Non, oui, mais il y a eu un mélange jusqu'à aujourd'hui. Un mélange d'hommes arabes avec des femmes maghrébines. Exactement. Alors d'ailleurs, je vais te lire, il y a un historien, je pense que tu vas connaître, il s'appelle Mohamed Talbi, et il te parle dans son livre, attendez, je sais plus c'est quoi le titre, il est écrit là, c'est l'Émirat Aghlabide, il t'explique, écoute bien, Alors l'historien Mohamed Talbi dit qu'en moins d'un siècle, là on est vraiment en 600 et quelques, là, en 670, vers 670, en moins d'un siècle, de l'avènement de Okma ibn Nafi, c'est-à-dire celui qui vous a conquis. Écoute bien, 415 000 berbères furent réduits en esclavage, 415 000 en moins d'un siècle, Et du coup, il rajoute que la plupart c'était des femmes. C'était les femmes berbères qui étaient réduites en esclavage pour être envoyées notamment chez eux, etc., etc. Donc là, c'est terrible. Donc des gens qui vous réduisent en esclavage, ils vont pas vous donner vos femmes. Je te cache pas que j'ai du mal à te croire. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle du butin de guerre. Quand il y a la conquête, il y a un butin, les femmes elles sont prises dedans. Et elles peuvent être femmes, hommes en esclavage. C'est le butin de guerre. Mais une fois que tu es installé sur le terrain, que tu es là, qu'il y a des hommes après qui se convertissent et tout, après il y a un brassage de population qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Au début, ça c'est le début de la conquête. Les musulmans, quand ils conquièrent un territoire, ceux qui les ont combattus, qui n'ont pas arrêté le combat, ils prennent les hommes et les femmes en esclavage, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, gris, verts, bleus et même arabes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est normal. Ouais, ça c'est normal, le butin de guerre. Mais là, je pense que ce métissage, il est plus lié à ce butin de guerre qui, pendant un moment, au début, plus lié à ça, bien sûr, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, une fois que les berbères, ils sont devenus musulmans,
ils ont eu accès aux mêmes droits que tous les autres musulmans. D'accord. Mais est-ce que tu as un auteur qui écrit que les Arabes se sont mélangés avec les Maghrébins, notamment en vous mariant avec des femmes arabes? T'as un auteur qui parle de ça ou pas? Attends. Moi, je sais qu'il y a eu des colonies arabes. Maintenant, nous, on n'est pas racialiste, en fait, dans l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Les colonies arabes étaient fondamentalement des garçons, hein. Parce que c'est même pas un sujet de discussion, en fait. Les colonies arabes dont tu parles, c'était pas des femmes arabes, c'était des militaires arabes qui sont venus pour se mélanger avec les femmes maghrébines. C'est ça qui s'est passé. Non, mais regarde bien, il y a une colonie, c'est-à-dire tu ramènes tes femmes, tes enfants pour coloniser, pour être. Oui, mais c'est tes femmes. C'est déjà tes femmes. Oui. Donc c'est juste illogique. Là, tu te mets une balle dans le pied, en fait. Ce qui se passe, c'est que les Almoravides, attends, si je prends l'exemple des Almoravides, qui se sont islamisés, qui ont constitué une civilisation, si on peut l'appeler comme ça, ils ont joui des mêmes privilèges que les Arabes, mais auprès des femmes maghrébines, pas auprès des femmes arabes. Je sais pas si tu comprends la nuance. Oui, ils n'ont pas pu profiter des beautés arabes. Hein. C'est l'inverse qui s'est passé. Donc le métissage au Maghreb avec les Arabes, c'est un métissage à sens unique. C'est-à-dire que de grands chevaliers arabes beaux et costauds sont venus féconder des femmes maghrébines berbères qui étaient sur place, quoi. C'est ce qu'ils ont fait un peu partout. Très belle, très belle. Pour nous les Maghrébins, en tant que musulmans, ça nous pose aucun problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est où le problème? Non, je dis pas que c'est un problème, mais ne dis pas que l'inverse existe, c'est pas vrai. Mais non, mais l'inverse n'existe pas au moment des conquêtes, mais 100 ans, 200 ans après, quand les Berbères sont devenus musulmans, tu crois quoi? Ils n'avaient pas accès aux femmes qui sont là, qu'on fait des. Oh, 200 ans après, même un Sénégalais, il pouvait se taper une arabe, hein, ça, y a pas de problème. C'est pas. Moi, je parle du contexte d'invasion arabe, quoi. Ah, bah oui, le contexte de conquête, les conquis qui sont pas musulmans, c'est normal qu'ils vont pas se marier avec des femmes musulmanes. Dès qu'ils deviennent musulmans, ils ont accès aux femmes musulmanes. Non, c'est même pas ça. En fait, il y avait pas de femmes musulmanes qui étaient à prendre. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Les mecs, ils ont débarqué avec leurs femmes, pour peu que ça existe, leurs esclaves, et ça leur appartient déjà. Et les mecs qui se sont convertis en islam, eux, ils pouvaient à leur tour jouir, par exemple, des femmes maures qui étaient un petit peu au sud du Sahara, l'actuelle Mauritanie, ou même ce qui sont allés conquérir jusque dans les parties espagnoles, etc. Parce que c'est un peu la suite du truc. Mais c'est pas l'inverse qui s'est produit. Ouais, le métissage arabo-berbère s'est fait à sens unique. C'est à sens unique. Des soldats arabes qui sont venus féconder des femmes berbères. Non, mais en attendant, moi, je veux bien le croire, mais tant qu'il me ramènera pas de source, ça va être compliqué, tu vois, parce que... Nous, en tant que musulmans, si tu veux savoir, ces gens-là, c'est des sahaba, c'est des compagnons du prophète qui sont venus de conquérir. C'est un honneur pour nous. Bonsoir à vous tous. Comment tu es en train de mélanger les pédales? Attendez, s'il vous plaît, monsieur Z, s'il vous plaît, ne commencez pas à faire n'importe quoi. Je vais vous donner la parole, là. On a bientôt fini avec M13. Si vous commencez à couper comme ça va pas être bon. Ça va être inaudible pour les gens qui écoutent en bas. Et voilà, on veut faire des lives de qualité où on peut échanger sans que ça part en cacahuète. Juste, attendez 2 secondes, j'ai bientôt terminé avec M13. Donc, M13, ce que je te disais simplement, moi, je te crois, hein. Voilà, je te crois. C'est juste que t'as vu, moi, il faut que tu me donnes des sources, tu vois. Si t'as des sources un jour, tu reviens, Inch'Allah, et tu nous montres ça, d'accord? Il y a pas de souci, mon frangin. Mais même si le cas contraire est vrai et que ce sont que ces Arabes qui ont pris nos femmes, nous, en tant que musulmans, on comprend ce qu'ils ont fait. C'est vrai, c'est des Arabes, ils ont conquis des Berbères qui étaient mécréants, ils ont pris leurs femmes, et ils en ont fait des enfants. Et nous, en tant que musulmans, on est avec les Arabes qui ont conquis les Berbères mécréants. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Machallah. Mais M13, là, tu colportes justement un mensonge en disant qu'il y a eu des populations arabes qui sont venues et il n'y a jamais eu, il y a eu des leaders, c'est tout. Certes, le commandement était arabe. Rappel plein. Attends, laisse-le finir, c'est son temps de parole. Ce que je veux dire, c'est que même, ce que je t'ai expliqué, c'est que même si le cas dans lequel tu parles, il est à 100% vrai, disons, je t'ai expliqué notre façon de voir. C'est des compagnons du prophète. Pour nous, les compagnons du prophète qui sont venus conquérir, même les femmes de nos ancêtres, si tu veux, ils ont plus de valeur que nos ancêtres. Mais parce qu'ils étaient pas musulmans. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ok, on va accueillir, en tout cas, merci à M13, hein. Reste là, hein, on va enchaîner par la suite. Zaid Billah Ouattara. Oui, bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Jusqu'à présent, tu m'as accusé à tort de devoir dire des choses. Ah, d'accord, je suis désolé. Je sais pas si quelqu'un a ouvert le micro. Je suis quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, bienvenue, hein. On va te laisser, laisser ton temps de parole, notamment sur l'expansion de l'islam. Je sais pas de quelle partie de l'Afrique. Sur l'expansion de l'islam, donc c'est surtout le verset. Donc, il faut toujours avoir des références. Le seul moteur de l'expansion de l'islam, c'est le verset 1 de la sourate 8. Si tu peux le mettre,
Voilà, le verset 1 de la sourate 8. Bien sûr, je vais te le mettre. Attends. Voilà. C'est celui-là, parce que dire qu'ils ont allé islamiser, il n'y avait pas de Coran, et il n'y avait pas de traduction de ce Coran, et le Coran n'a existé que bien plus tard. Donc, en tant que livre, en tant que chose. Avec quoi, qu'est-ce qu'ils voulaient leur dire? Eux-mêmes, ils savaient pas ce que, si vous voulez, le dogme en tant que tel. Voilà. Par contre, l'histoire des captifs de guerre, ça, on raconte, Ibn Khaldoun raconte et tout le monde raconte l'histoire des caravanes dans le Cham, si vous voulez, qui s'étiraient entre l'Égypte et la Mecque ou l'Égypte et la Syrie, c'était des caravanes sans fin avec des esclaves. Et quand une contrée devenait musulmane, parce qu'on n'avait pas après d'avoir des esclaves parmi les musulmans, on allait vers le sud, vers la Mauritanie, vers le Sénégal. Mais en fait, le moteur essentiel, c'est pas religieux du tout, c'est ce qu'on appelle le butin de guerre, et il y a une sourate entière consacrée à ça. On te demande à qui appartient le butin. Voilà, tu l'as mise? Ouais, elle est là devant toi. Voilà. Tu veux que je la lis ou tu veux la lire? C'est comme tu veux. Alors, attends, moi, je la connais par cœur. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Attends. Il t'interroge au sujet du butin, dit le butin est à Dieu et à son messager. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce qu'en fait, les premières batailles du prophète, surtout bataille de Badr, lorsqu'il y avait une conquête ou lorsqu'il y avait une bataille, surtout la bataille de Badr, lorsque les compagnons du prophète attaquaient, dès qu'il y avait du butin, ils quittaient la bataille et ils s'appropriaient une part de butin. Et comme ça, ils se débandaient. Et donc, le prophète a fait descendre ce verset en disant « Le butin m'appartient et à Dieu ». Donc, c'est-à-dire c'est lui qui en principe, doit le distribuer. Et donc, dans le verset 8 de la même sourate, après, par contre, il dit que le 5e est à lui et à Allah, et le reste combattant. Est à distribuer. Parce que ça faisait des jalousies quand même, prendre tout le butin, frère, au bout d'un moment, les mecs... Non, mais chacun prenait le butin qu'il voulait, si tu veux. Donc, et comme ça, ils se débandaient. Et donc, il n'y avait plus si vous voulez, on gagnait pas la bataille. Par exemple, la bataille de Uhud a été perdue à cause de ça. Il y a des batailles qui ont été perdues parce que ils voyaient du butin et plouf. Donc, chacun, si tu veux, donc il fallait des règles pour le butin. T'imagines des règles pour le butin. Voilà. Et donc, c'était pas pour répandre une religion ou quoi que ce soit. S'il n'y avait pas l'histoire du butin, il n'y aurait pas eu l'expansion de l'islam. Et donc, surtout les captifs de guerre, avec l'argent, et puis après faire payer la jizya, faire payer tout ça. Voilà, c'était un peu ça et que je voulais dire, parce que le Coran en tant que corpus n'a existé que 200 ou 300 ans après. Hein. Effectivement, c'est vrai que le butin, on oublie, le butin, c'est la source de motivation principale. Alors, les sources de motivation, vous avez le butin, vous avez aussi le fait de mourir en martyr, avec toutes les récompenses qui vont avec. Donc, ça dans la tête du musulman qui va aller combattre. C'est le verset 111 de la sourate 9. Voilà, donc Allah tout ça motive. Allah a acheté des croyants leur âme et leur corps en vue du paradis. Ils tuent et se font tuer. Ça, c'est le verset 111 de la sourate 9. Aïe, c'est terrible. Ok, voilà. Tu voulais rajouter autre chose? T'as encore un peu de temps. Si voilà, donc c'était essentiellement ça. Donc, si tu veux, et puis surtout la langue arabe à l'époque. Donc, comment ils avaient traduit comment ils allaient traduire le Coran de l'arabe pour le berbère, pour le ceci ou cela, ça tient pas. Il n'y a aucune communication possible sauf l'épée. Et donc, prendre les captifs de guerre. D'accord. Voilà. Et en ce qui concerne l'islamisation, enfin les conquêtes arabes dans le Nord, entre ce que tu as pu entendre depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, alors, on a l'équivalent qui est si tu veux, à l'est, il y a eu aussi ces massacres-là, surtout le Hindu Kush, le royaume de Kush, effectivement, ouais. Nubie. Voilà, le Hindu Kush, où il y a eu, on compte par millions, parce que là-bas, c'était c'était des polythéistes. Soit ils devenaient musulmans, soit c'est pourquoi l'Inde est devenue un tiers musulmane. Soit on les tuait et puis on prenait le butin parce qu'il y avait beaucoup d'or dans les temples hindous.
et les hindous étaient relativement pacifistes. Et donc, c'était facile de les conquérir. Après, ils prenaient... Alors, donc, Ibn Kathir et d'autres, Ibn Kathir raconte qu'il y a eu entre le premier siècle de la conquête islamique et l'Empire ottoman, il compte à 75 millions le nombre de morts. C'est fou, c'est extraordinaire. Voilà. Et donc, et dans l'Est, il y avait des chrétiens. Donc, alors, les chrétiens devaient payer la jizya. Mais la jizya était de plus en plus parfois prohibitoire. Et donc, les gens devenaient musulmans. Et voilà. Bon. Et s'ils n'étaient pas chrétiens ou juifs, donc, ils devaient devenir musulmans ou subir les plaies. Ok. Merci en tout cas pour, ton témoignage, hein. Reste là, hein, comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit, et là, le but, c'est pouvoir, justement, après l'intervention d'une personne, de dire ce qui est vrai ou faux, ou bien rajouter des sources. Effectivement, les chiffres, hein, ils sont à vomir, hein, notamment en Asie, hein, avec, notamment, les conquêtes asiatiques, hein. C'est des gros chiffres, hein. Nous, c'est vrai que on a aussi des gros chiffres, hein, notamment quand on parle des conquêtes, il y a ce qu'on appelle l'esclavage qui va avec, mais quand on parle des chiffres de l'esclavage, c'est juste les gens qui ont été vendus, hein, c'est-à-dire que pour qu'une personne soit vendue, vous imaginez le nombre de personnes qui sont mortes. C'est-à-dire qu'entre les conquêtes, ensuite le transport, après vous avez quelques passages, hein, tels que les castrations et tout. Bah pour une personne qui est vendue, t'as raison. Exactement, pour une personne qui est vendue, bah il faut peut-être rajouter un multiple de 5, hein, pour en avoir un. Donc voilà, donc les chiffres en Afrique sont très mis au rabais. C'est pour ça que quand on parle notamment de l'Asie, où tu nous sors des 75 millions de morts, bah quand on parle de 17 20 millions de morts, jusqu'aux Ottomans, avec les Ottomans aussi, hein, il faut pas oublier. Exactement. Donc voilà, tu vois, c'est terrible quand même, hein, autant de millions de morts pour une religion. Tu peux retrouver dans Ibn Kathir, ouais, le prix des jeunes vierges, parce qu'il y avait une telle afflux, le prix d'une jeune vierge, c'était une poignée de poivre. Ah ouais, c'est incroyable. Voilà. Ça tape, je n'ai pas le référence, mais ça, c'est écrit noir sur blanc, je l'ai déjà vu sur Ibn Kathir. Un jour, je le trouverai si tu veux. Je crois que c'est dans Al-Bidaya wa Nihaya. Oui, tout à fait. Al-Bidaya wa Nihaya, il dit le prix d'une vierge. C'est ça. C'est terrible. Hein. De toute façon, on a M13 qui est là, qui nous donnera son point de vue, hein, qui est musulman d'ailleurs. Hein, le Coran n'a jamais interdit ni aboli l'esclavage, ce qui a perpétré ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, M13? Après, on va laisser Haïdar. Haïdar, à part si t'es musulman, bien évidemment, tu peux répondre à cette question. Je sais pas si t'es musulman ou pas. Ah, tu veux que je te réponde par rapport au fait que l'esclavage n'a jamais été aboli, c'est ça? Ouais, l'esclavage n'a jamais été aboli. Les conquêtes ont généré des millions d'esclaves, hein, des millions de gens qui ont été tués, capturés, rasés. Hein. Est-ce que c'est une bonne chose, Allah, le fait d'avoir justement ne pas interdit ce génocide? Moi, j'estime que c'est un génocide, tu vois. C'est quelque chose à bannir de l'humanité. Après, moi, c'est pas moi qui a fait le Coran, donc je fais que l'appliquer, on va dire, dans un certain sens, ou y croire, tu vois ce que je veux dire. Dieu, il a décidé que c'était comme ça. Il y a peut-être un bien dans ça, tu vois ce que je veux dire. Nous, on le voit pas, on est des humains. Il y a peut-être un bien dans ça, même si ça paraît cruel, ça paraît quelque chose. Mais toi, en tant qu'humain, tu vois est-ce que tu vois qu'il y a un bien dans ça ou pas? Enlève Dieu dans l'histoire. Si tu avais la possibilité entre soi de mettre en place et de légiférer, hein, l'esclavage ou de l'interdire, t'aurais opté plutôt pour quoi, toi? Bah moi, en fait, je suis pas objectif. Je suis musulman. Si tu me donnes à moi le choix de diriger des hommes, bah, moi, en tant que musulman, j'applique le droit musulman. Sinon, je suis plus musulman si j'applique pas le droit musulman. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et dans le droit musulman, il y a l'esclavage qui est autorisé. L'esclavage en butin de guerre. Tu vois ce que je veux dire aussi? Ouais, mais l'esclavage en butin de guerre. On sait très bien que l'esclave, il peut devenir... Alors, je vais t'expliquer les plusieurs façons de devenir esclave. Effectivement, c'est ce que tu as acquis de la main droite, hein, c'est-à-dire soit le butin de guerre, ou soit par l'achat, hein, parce qu'il y a des marchés. Hein, je te rappelle que jusqu'en 1961, il y avait des marchés à la Mecque, hein, à 2 pas des gens quand ils font le pèlerinage. Des vidéos tournent encore, hein, d'archives. L'achat aussi, ce qu'on appelle par l'ascendance. Hein, une esclave qui met au monde un enfant devient esclave, c'est-à-dire que quelqu'un à la rigueur, à la base, qui avait fait la guerre ou il y avait une guerre, je peux comprendre, mais par ascendance, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 10, 20 générations après, parce qu'il y a plusieurs siècles, il y a une guerre qui s'est passée, un tel, il est toujours esclave. Mais c'est quoi ce délire? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ça, c'est la 3e manière. Et la 4e manière, hein, c'est par un cadeau. Tu peux offrir un esclave à un cadeau. Donc, moi, je sais pas, moi, franchement, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à vous comprendre.
Ouais, non, je peux comprendre que tu comprennes pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que à l'œil des temps d'aujourd'hui, ça paraît incroyable, mais c'est ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça. Ça a été, en fait, l'esclavage, il existait. Moi, je pense plutôt qu'il a été légiféré pour les musulmans. Non, mais là, l'ascendance, moi, je comprends pas l'ascendance. Qu'est-ce qu'un enfant a à faire, à avoir avec son père? Pour l'ascendance, ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais j'ai jamais vu ça pour l'ascendance. Les autres que tu m'as dit, oui, l'ascendance, j'ai jamais vu. Après, alors, regarde, je vais te montrer un truc. Regarde, par exemple, en Mauritanie, regarde, par exemple, en Mauritanie, il y a l'esclavage, c'est par ascendance. Par exemple, au Mali, regarde, esclavage. Moi, je fais des vidéos, notamment, regarde au Mali, hein. Je te mets l'actualité. Je te lis un article, ça prend 2 secondes, hein. Après, je vais vous faire tourner la parole. Juste l'ascendance, est-ce que c'est confirmé par les textes religieux? Oui, l'ascendance est confirmée par les textes religieux. Ok. Alors, regarde, je vais te montrer un truc. C'est l'actualité, hein, regarde, ça date de quelques jours. Tu vois, ici, regarde bien, au Mali, hein. Un Malien lynché pour s'être opposé à son statut d'esclave. 16/05/2024. Alors, c'est des esclaves, on appelle chez les Maliens les Komé. C'est un caste. Ils sont pas en fait, moi j'estime que le terme utilisé, c'est pas le bon terme. Parce que, eux, on peut pas les vendre. Tu vois, c'est pas des biens meubles. Mais, ça résulte quand même de ce qu'on appelle d'une tradition, d'un héritage par ascendance et qui remonte à l'islam. C'est-à-dire que c'est des gens. En fait, c'est que ces maîtres ont jamais libéré ni son père, ni sa mère. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est en 2024 et il y a encore ce genre de choses. Tu vois. Et c'est pas normal. Ils ont jamais été libérés. Et ça, c'est des choses qui datent de plusieurs générations, des siècles et des siècles. Donc, tu vois, moi, je suis pas trop d'accord avec Allah, tu vois. Après, c'est mon point de vue. Donc, ouais, je peux comprendre, hein, que tu sois pas d'accord. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui incitent à libérer des esclaves dans l'islam aussi. Ouais, mais c'est pas suffisant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde, parce que ce qui a fait que, justement, ça a baissé énormément, c'est pas l'islam, hein. C'est pas le Coran. C'est parce que c'est les Occidentaux, avec la pression qu'ils ont mis. Non, c'est surtout la fin de la civilisation un peu islamique, on va dire, qui a fait qu'il y a plus ça trop dans le monde islamique, parce que c'est devenu des États démocratiques, à l'ONU, c'est ça. C'est ça. Parce que si on applique la charia, crois-moi, ça va revenir. Ça revient. C'est plutôt la fin de l'islam, tu devrais dire, parce que civilisation islamique, c'est un euphémisme d'islam, quoi. Parce que ce truc-là, c'est moi, ce qui me gêne dans ça. Après, t'as le droit, hein, moi, je rejoins Roson, mais t'as le créateur des cieux et de la terre, quoi, qui légifère ce truc-là. C'est pas une question de civilisation humaine qui est perfectible dans le temps et dans l'espace. Oui, c'est Dieu, c'est le créateur du monde qui autorise ça. Y a rien, avec un peu de recul, y a rien qui te choque dans cette affaire.